Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Les politiques économiques des institutions de Bretton Woods, comme les causes de la PAUVRETE en Afrique noire. 1. Des paradigmes explicatifs du processus de développement en Afrique noire. Depuis 2 décennies, on voit l'avènement d'une forme nouvelle de pauvreté. À côté de la pauvreté normative qui dérive des facteurs du sous-développement, tels que la traite négrière, la colonisation, le programme d'ajustement structurel, la dévaluation du franc CFA, les facteurs physiques et démographiques, se développe une autre pauvreté désignée sous le vocable de la nouvelle pauvreté. La caractéristique particulière dans ces dernières années a consisté en ce que la pauvreté s'est urbanisée de plus en plus et a atteint des couches socio-professionnelles qui, des années plus tôt, étaient prémunies contre le risque de sombrer dans la pauvreté. Dans nombre de ces catégories socio-professionnelles frappées par la nouvelle pauvreté, on compte les cadres supérieurs de l'administration que sont les catégories A, A2 et les agents permanents de la catégorie B, les jeunes diplômés des enseignements généraux et techniques, de l'université et des écoles de brevets de techniciens supérieurs. À cette masse s'ajoute celle des agents victimes de la nouvelle orientation dictée par la thérapeutique des divers programmes, les travailleurs licenciés dans le cadre de la privatisation des entreprises étatiques et para-étatiques. Cette nouvelle pauvreté s'exprime dans les sphères urbaines par la précarité alimentaire. 64% de personnes ne peuvent s'offrir qu'1 ou 2 repas par jour. Sanitaire, seuls 26% des sujets examinés à l'hôpital ont les moyens de s'offrir les médicaments prescrits. Éducative, 85% acquittent par tranche des frais scolaires de leurs enfants, et les résultats scolaires de plus en plus catastrophiques, 30% de réussite aux examens, confère Banque mondiale, Togo 1996. L'intérêt pour cette problématique s'explique par son actualité et son acuité. L'ajustement dans toutes les strates engendre une mutation dans le vécu quotidien et par conséquent de notables bouleversements socio-économiques qui entrent dans le champ d'investigation de la sociologie. Par ailleurs, cet ajustement recèle les facteurs véritables de la nouvelle pauvreté dont l'analyse et l'explication sont ici amorcées. Il s'impose en conséquence de cerner avec certitude l'ajustement, en posant de façon précise la problématique. Les modèles de développement à appliquer aux pays sous-développés ont inspiré dans la seconde moitié du XXe siècle une multitude d'ouvrages théoriques et de stratégies qui seront conçus sous la forme de thèses et de paradigmes. Par paradigme, nous entendons un ensemble de théories et ou de modèles de développement structurés et appliqués dans une région ou dans une nation en une période donnée. Et aux yeux de Kuhn, le paradigme est composé d'éléments ou d'exemples communs réunis dans la pratique par des membres d'une même communauté scientifique, permettant à ces personnes de communiquer facilement et d'atteindre une certaine unanimité sans avoir à passer chaque fois par un processus d'abstraction des éléments. Le paradigme serait ainsi régi par un groupe précis de savants, il se modifierait selon les découvertes et prendrait une signification différente selon les disciplines auxquelles il s'applique. Kuhn, 1990/44. Une telle conception de Kuhn du paradigme inspirera la réflexion, ainsi que les différents modèles et théories tels que Massia les expose. Une théorie ou un modèle de développement s'inscrit dans un projet de transformation sociale. Il dépend des situations d'une part et se rattache à une conception plus générale de l'autre. Il se définit comme une cohérence conceptuelle entre les orientations, les objectifs et les moyens. Mais à chaque période, il y a des théories spécifiques, Massia, INAIETEC 2001/5. De ce fait, 2 paradigmes ont le statut de fondamentaux dans le processus de développement en Afrique noire. Le paradigme de développement des indépendances nationales de même que celui d'ajustement structurel des décennies 80 et 90. L'unanimité sur les défaillances de l'ajustement structurel a orienté dans une nouvelle perspective les débats sur les politiques de développement. Pour jauger les nouvelles opportunités et les enjeux, il convient d'examiner les bases de l'ajustement structurel, dans sa nature de contrainte théorique et doctrinale s'imposant comme unique politique de développement. C'est pour ce faire qu'il s'impose d'élucider dans une rétrospective la situation et les conceptions ayant présidé à l'ajustement structurel.
L'importance du passage en revue des théories et modèles réside en ce que toute saisie de la réalité part d'une optique théorique, et surtout dans le fait que la réalité du développement est si dense qu'une théorie unique ne peut la cerner. Pour pouvoir cerner une composante du développement, il est nécessaire de disposer d'une gamme de variables qui proviennent des théories ici sélectionnées pour les exigences de l'analyse. À cette fin, on exposera au premier abord la théorie de développement qui faisait autorité au Sud dans les décennies 50 et 70, le modèle des indépendances nationales, ensuite l'ajustement structurel qui eut son essor dans la décennie en tant que modèle de développement exclusif, puis en dernier lieu la théorie de déconnexion qui a aussi échoué. 1.1. Paradigme de développement des indépendances nationales. La problématique de développement tournait dans les années 50 et 70 autour de la polémique axée sur les types de croissance et les mécanismes y afférents. Cette polémique a accouché de modèles de développement fondés sur l'aide extérieure, la stratégie de développement par l'industrialisation, et enfin le modèle de croissance déséquilibrée ou équilibrée. 1.1. La théorie de l'aide extérieure. Pour Chenery, l'aide internationale est passée dans la configuration économique mondiale comme indispensable à l'édification et au développement d'un pays. Fort de ce principe, Chenery conçoit un modèle décrivant la portée de l'aide extérieure dans le passage des pays sous-développés à un statut de développement. Le principe du modèle est érigé à partir du syllogisme. La croissance dépend de l'investissement. Or, le pays en développement est incapable de produire pour répondre à une augmentation de la demande, d'où la nécessité d'importer des biens et des services. H. Chenery, 1966. En se fondant sur cette théorie pour qui la croissance est relative à l'investissement, l'analyse en vient à l'hypothèse que la production nationale échoue à répondre à une augmentation de la demande, d'où il se pose la nécessité de faire appel aux importations. C'est ainsi que l'investissement acquiert un statut essentiel pour les économies en développement. Le modèle de Chenery a inspiré des politiques économiques, dont la finalité est d'accroître la demande d'investissement et d'encourager les sociétés à y investir. S'y ajoute toujours selon ce modèle une politique d'investissement public à des fins d'industrialisation. Ce modèle se heurte cependant à l'opposition de Mkandawire qui déclare: l'Afrique noire doit savoir que ce n'est pas en dépendant en permanence de l'aide et de traitements préférentiels qu'elle pourra s'intégrer pleinement à l'économie mondiale. Ceci ne l'a d'ailleurs pas aidée. L'aide a produit un phénomène de dépendance qui entrave à la fois l'initiative et l'imagination, tandis que les traitements préférentiels nous ont incités à poursuivre des activités qui figent nos structures dans la production des produits primaires. Mkandawire, 1999. Les défaillances perçues dans le modèle de Chenery ont conduit à penser d'autres stratégies comme la théorie de développement par l'industrialisation. 1.1.2. La théorie du développement par l'industrialisation de Hirschman et de Furtado. Lors des décennies 60 et 70, les stratégies de développement convergeaient vers l'industrialisation perçue comme la voie la plus sûre pouvant assurer le développement, Gillis et al., 1990. Cette théorie à laquelle adhèrent O. Hirschman, 1958 et 1984, et C. Furtado, 1970, dénie toute possibilité de développement si l'on néglige l'industrialisation. Elle dégage 3 types de développement accompagnés des justifications scientifiques pour leur application. De ces types sont l'industrialisation par la substitution d'importation, ISI, l'industrialisation par les industries industrialisantes, 3, et l'industrialisation par la substitution des exportations, ISE. Les 2 premiers types se réfèrent au marché intérieur, alors que le dernier est orienté vers les marchés extérieurs. Dans une perspective identique, le Togo par exemple a initié une politique d'industrialisation dans la décennie 70, raffinerie, Sotexma, CIMTOGO. Mais cette prolifération d'industries ne put assurer le décollage économique. Cette théorie qui assimile l'industrialisation au développement a perdu de vue que la dynamique de développement doit aussi faire cas de l'aptitude du pays à stimuler financièrement l'industrialisation et à distribuer les ressources découlant de ces industries.
Et initier une croissance auto-entretenue à l'échelle d'un pays revient d'une certaine façon à décoller un avion. Take-off de Rostow. Or, il faut arriver au bout d'une vitesse de croisière au sol avant un décollage conséquent de l'appareil. Installer quelques usines est peu décisif. L'industrialisation doit être amorcée simultanément sur différents fronts de façon à ce que chaque nouvelle unité industrielle bénéficie d'une certaine complémentarité de la part des autres unités initiées dans la même optique. Une vision aussi parcellaire du développement met à jour les insuffisances de la théorie sur la conception du développement, qui ne saurait être envisagée sous l'angle exclusif de la production sans faire cas de la manière dont ceci est géré. D'où il découle avec certitude que la théorie du développement par industrialisation n'offre pas par ses stratégies tous les gages de réussite nécessaires au développement des pays l'ayant adopté. 1.1.3 La théorie de la croissance déséquilibrée. La théorie de la croissance déséquilibrée conçue par Hirschman a fait école dans les pays en développement disposant de grandes ressources naturelles. Selon ses vues, les pays non développés devraient accroître leur déséquilibre au lieu de les faire disparaître parce que le déséquilibre agit comme le moteur des dynamiques de changement, l'économie avançant sur le principe d'une succession de déséquilibres. De nouveaux investissements seront nécessaires pour contourner les obstacles, investissements qui proviendront de l'État ou d'autres entreprises. La seule fausse note du mécanisme est que les investissements finissent par montrer leur incapacité à éliminer les déséquilibres, s'ils sont centrés sur un seul secteur pendant une longue période. Un examen précis de ces trois modèles de développement fait remarquer qu'ils se focalisent tous sur l'investissement, pris donc comme un fondamental du développement. Ainsi, on assimile le développement à la croissance économique. De fait, le paradigme de développement qui accourt lors de la libération politique des pays se place dans le cadre de la décolonisation. Après l'acquisition de la libération politique, des voies pour la libération économique ont été balisées. En conséquence, le modèle de développement appliqué est tributaire des luttes de libération. Pour le Togo, l'idée qui a servi de base aux diverses théories de développement est énoncée comme suit. Le développement ne peut être basé que sur les industries lourdes, fondement d'une accumulation indépendante, sur une réforme agraire qui modernise l'agriculture à partir de l'industrie et la valorisation des ressources naturelles, sur la substitution des importations et le développement du marché intérieur, sur les entreprises nationalisées, sur le contrôle du commerce intérieur, MPM 1980/14. Pour les besoins de cette cause, il a été érigé un État puissant et souverain, garant de l'unité nationale et sur la base des principes du parti unique. Pour traduire en fait les théories de développement, les autorités togolaises ont initié des actions de développement en concevant et en appliquant 3 plans quinquennaux sous-tendus par des finalités spécifiques. Le premier plan quinquennal s'étendant sur l'axe temporel de 1966 à 1970, visait la confirmation de la sécurité alimentaire aux fins d'endiguer la malnutrition. Ceci nécessitait la mise en place d'équipements socio-culturels et la construction de combinats agro-industriels. Entre 1971 et 1975, un second plan fut initié à la suite du premier, qui aspirait à un accroissement de l'efficacité des nouvelles techniques et méthodes puis à la mise sur pied de structures opérationnelles de développement. La priorité donnée au développement lui attribue donc des privilèges se traduisant dans cette allégation du deuxième plan quinquennal. Le secteur du développement étant prioritaire, il n'existe pas de plafond pour les investissements. Il s'agit de prévoir la mise en place et le financement des projets au fur et à mesure que les résultats obtenus et les études permettent de les identifier. MPM 1980/16. Le troisième plan quinquennal allant de 1976 à 1980 privilégiait les grandes exploitations et préconisait l'essor des industries extractives et de transformation. Produire pour dépendre moins de l'extérieur était le mot d'ordre dans les années 1976 et 1980. Cette période correspond à l'achèvement des unités industrielles et hôtelières, dont la construction avait été amorcée lors du deuxième plan. Malgré ces divers plans et stratégies, ces politiques et théories de développement des indépendances ont fini par mettre au grand jour leur inefficacité à relever les défis du sous-développement
et à éliminer ces mécanismes. J.M. Albertini 1972. 1.2. Les limites des modèles de développement des indépendances. Ces théories n'ont tardé à dévoiler leurs lacunes et leur inaptitude à remplir les exigences du développement au lendemain des indépendances. L'édification de l'État censé se poser comme le stimulus du développement est devenue une fin en soi. Dans la réalité, cette édification a été opérée par le développement de bases sociales spécifiques, la structuration administrative des classes moyennes avec de forts privilèges attribués à l'armée et à la police. La fonctionnalisation croissante et l'essor de l'urbanisation ont conduit à un déséquilibre structurel des fondamentaux économiques. Budget, balance commerciale, balance de paiement. La politique de modernisation de l'agriculture dans son application a marginalisé une masse importante de la paysannerie pauvre. Le cas de Sotexma dans la décennie 70 est illustratif. Les entreprises d'État ont été dans leur globalité inefficaces, avec une bureaucratisation excessive d'où leur retard technologique et commercial sur les multinationales. Cette bureaucratisation s'est accompagnée d'un accroissement de la corruption, minant la société. À ce décor chaotique, s'ajoute le recul des libertés et des droits fondamentaux, achevant de remettre en cause la crédibilité des pouvoirs politiques et les stratégies de développement des indépendances. Devant ce modèle de développement dominant des années 60 et 70, la Banque mondiale afficha un comportement plutôt défensif, avalisant la politique de développement en exhortant à la prise en compte des bases du libéralisme dont le soubassement est la théorie du décollage, take-off de Rostow qui adhère à la théorie du rattrapage, point commun de plusieurs approches. Elle soutient un système international axé sur le libre-échange et les avantages comparatifs, qui prennent en considération les différences entre productivité et coût de la main-d'œuvre. Ainsi, s'ébauchent progressivement les politiques suggérées par la Banque mondiale, qui prennent en ligne de compte les défaillances et les contradictions inhérentes aux politiques précédentes, les critiques et les contre-propositions. La Banque soutient financièrement au départ les industries lourdes et assiste les États dans leur édification. Puis elle se démarque ensuite de la priorité accordée à l'industrie lourde et suggère l'approche des besoins fondamentaux, basic needs et de petites entreprises. L'irruption remarquée des institutions de Bretton Woods dans la polémique sur le développement va réorienter de façon inédite les réflexions sur le développement du tiers-monde. Dans ce contexte des efforts de développement, on assiste à l'avènement d'une nouvelle ère, caractérisée par le consensus de Washington. Cette nouvelle donne se démarque des théories du développement des indépendances et fait fi des particularités sociales des pays en développement. Ainsi, le consensus de Washington dans sa conception du développement réfute toute forme d'interventionnisme étatique et décrète la souveraineté du marché. Il va réactualiser les théories de l'avantage comparatif pour illustrer les lacunes des choix d'import-substitution. 1.3. Le paradigme du néolibéralisme. 1.3.1. Théorie néolibérale et consensus de Washington. Devant l'inefficacité des modèles de développement adoptés par les États, les institutions financières internationales FMI et BM ont conçu dans la décennie 70 des modèles de croissance ouverte, avec en premier lieu l'application des politiques dites des ajustements structurels, destinés à reconstituer les grands équilibres macroéconomiques. Du point de vue de la théorie néolibérale, le développement se conçoit comme suit. Le développement doit se baser sur la libéralisation, c'est-à-dire la régulation par les marchés et la réduction du rôle des États dans l'économie, sur l'exploitation effrénée des ressources, sur les privatisations des entreprises en difficulté, sur la flexibilité et la pression sur les salaires ainsi que sur la réduction des dépenses budgétaires considérées comme improductives qui se traduit par la réduction des budgets de santé et d'éducation. Massia in High-Tech, in 2001 sur 3. Le modèle se base sur une réalité indéniable. Les pays africains souffrent de déséquilibres structurels qu'il faut réduire. Devant cette impasse, une simple poursuite des déséquilibres s'avère aléatoire. Le modèle en appelle à une remise en cause des modèles précédents, celui du développement des indépendances, et se concentre plus sur les causes.
Les nouvelles esquisses de modèles se trouvent en fait aux antipodes de celles inhérentes aux indépendances nationales considérées ici comme responsables des déséquilibres. En vue d'amoindrir les déséquilibres, le modèle de développement par l'ajustement structurel préconise des mesures dites sensées et pragmatiques. Le choix du tout libéral, dont le point de départ est le rééquilibrage de la balance des paiements, point essentiel dans le concept de développement à vocation néolibérale. De là, proviennent les programmes de stabilisation et de réforme structurelle. C'est dans cette optique que plusieurs pays africains dont le Togo ont conclu en 1979 un accord de crédit d'ajustement structurel, CA, pour la stabilisation des finances, en plus des autres engagements conclus dans le contexte du PA. Le PA initial s'étendant de 1982 à 1985, était consacré à une redéfinition des priorités du développement et à la réorganisation de la politique des investissements publics. Le second PA qui eut cours entre 1985 et 1988 était axé sur l'assainissement des finances publiques, l'accroissement de la qualité des investissements et une plus grande libéralisation des activités industrielles et commerciales. Le troisième PA s'était imposé comme finalité le retour de la croissance et la limitation du déficit budgétaire par la réduction des dépenses. Le quatrième PA qui couvre de 1990 à 1992 aspirait à stimuler l'augmentation du PIB qui générerait une amélioration du revenu réel par habitant et rendrait les prestations sociales performantes. À ceci a succédé entre 1995 et 1998 le programme d'ajustement et de croissance économique destiné à stimuler le PIB, à promouvoir l'emploi, et à endiguer la pauvreté pour revenir au niveau de vie d'avant la dévaluation. Cette période est caractérisée au Togo et dans les autres pays africains au sud du Sahara, par de cuisantes conjonctures tant économiques que sociales. En effet, la paupérisation a pris une allure dramatique dans les années 80 et 90 au sein de la population urbaine. La période d'application du consensus de Washington a coïncidé avec un marasme économique, se manifestant par la pauvreté généralisée, les pénuries alimentaires, la faiblesse et l'inconstance des rémunérations, le chômage, la déconfiture sociale touchant l'éducation, le logement, l'extension de la délinquance juvénile, autant de maux qui minent le développement des populations africaines. Dans presque toutes les villes africaines, la situation alimentaire a décliné dans la décennie 80, engendrant une malnutrition générale qui affecte la santé des populations. Parallèlement, dans cette décennie, la précarité sanitaire devient un problème majeur pour les Togolais en particulier dont 80% ont du mal à s'offrir les services médicaux, au sein des populations aussi bien urbaines que rurales. On assiste à des milliers de décès en raison du manque de centres médicaux ou de la cherté des services sanitaires. À peu près 90% des salariés assistent à une chute vertigineuse de leur pouvoir d'achat devant le coût de la vie qui s'accroît constamment dans le sillage des prix des produits de première nécessité. De même, les décennies 80 et 90 ont vu un accroissement sans précédent du taux de la déperdition scolaire et celui des enfants de rue. Un tel recul est imputable aux limites financières des parents qui ne peuvent couvrir les frais de formation, de fourniture ou de scolarité permanemment en hausse. De 3 000 FCFA à 10 000 FCFA dans les écoles publiques, ensuite entre 18 000 FCFA à 80 000 FCFA dans les privés, et enfin de 300 000 FCFA à 600 000 FCFA au niveau des écoles supérieures de formation, données d'enquête de terrain. En 1980, le taux de scolarisation était élevé et gravitait autour de 71%. Cependant, dès la moitié des années 80, la récession économique a contribué à la constante détérioration de tous les indicateurs de l'éducation. En conséquence, le taux de scolarisation est tombé dans le primaire à 64% et les taux d'abandon et de déperdition sont respectivement 36% et 8%. Banque mondiale, Togo 1996/23. Une telle situation alimente le phénomène des enfants de la rue, qui s'accompagne de la mendicité et de la délinquance. Par ailleurs, l'extension du nombre des sans-domicile fixe SDF, l'exubérance des habitats de fortune et l'explosion de la délinquance sont corollaires des conjonctures des décennies 80 et 90. À cette déliquescence économique et sociale
s'ajoutent d'autres tares comme le chômage et l'étroitesse du marché de l'emploi. La situation relative à l'exiguïté du marché de l'emploi est l'un des points saillants de la conjoncture parce qu'ayant acquis une ampleur considérable. Entre les décennies 60 et 70, la fonction publique occupait 60% de salariés. 11 années environ plus tard, seuls 10% de la population active exerçait dans le secteur moderne. Et en 1994, ce taux est descendu à 6% dont 2% pour le public et les 4% se répartissant entre les secteurs privés et parapublics. On dénombrait à Lomé 40% de chômeurs et jusqu'en 2005 plus de 31 000 diplômés sans emploi. BM Togo 1996. La période est aussi caractérisée par une foule de privatisations, de restructurations et de liquidations entraînant des licenciements en cascade. Entre 1980 et 1992, environ 6 618 salariés des secteurs tant publics que privés ont été licenciés au Togo, Agbodan, 1997. Il en est de même en 1997, où environ 2358 salariés ont eu un sort identique. MSDZF, 1997. Ces multiples marasmes sociaux ont été exacerbés dès 1994 avec la dévaluation du FCFA dans une marge de 50% le 12 janvier 1994. La chute notoire des revenus et du pouvoir d'achat des ménages en zone urbaine a amputé les dépenses destinées à l'alimentation, l'éducation, la santé, l'habillement, le logement et le transport. 1.3.2. Les insuffisances du consensus de Washington. Les innovations précédentes dans la conception du développement, le consensus de Washington, ont commencé par révéler leurs faiblesses au sortir des années 80. Les chercheurs africains dénoncent le consensus et sa conception exclusive du développement, en produisant la preuve de l'inadéquation de l'ajustement aux particularités africaines, et en se référant à l'inefficacité de ce consensus devant les défis économiques et sociaux du continent. En fait, le reproche fait au consensus de Washington n'est pas la nécessité de revenir aux équilibres, ce sont plutôt les moyens préconisés pour y parvenir. Du point de vue du consensus de Washington, la solution envisagée est une politique d'adéquation des économies au marché mondial et la libéralisation à outrance. Or, l'orientation néolibérale des politiques de développement n'obéit ni à une exigence ni à un bon sens, elle n'est rien d'autre qu'une alternative avec ses propres conséquences. L'échec de l'ajustement structurel dans la majorité des pays sous-développés, et les exemples observés dans les programmes de développement en Asie du Sud-Est, ont fini par battre en brèche les fondements théoriques et les concepts de développement du consensus de Washington. Ainsi, la théorie de développement va afficher ses distances vis-à-vis des modèles qui se sont imposés dans les programmes de développement lors de la décennie 1980. Le fait que la période de mise en application du consensus de Washington se soit accompagnée de régression sociale et économique, a alimenté les réserves de certains chercheurs qui ont essayé de concevoir le développement sous d'autres perspectives théoriques, qualifiées de théorie de développement post-ajustement. Mais ces modèles et programmes de développement vont se heurter à des théories radicales et de déconnexion. 1.4. L'analyse des théories radicales et des stratégies de déconnexion. Ces nouvelles théories et stratégies constituent un ensemble d'arsenal théorique qui accepte la volatilité du marché et l'impossibilité pour les politiques de stabilisation et d'ajustement établies sur la base de ce modèle, de générer un mécanisme de reprise de la croissance dans le tiers-monde. Ils interviennent dans un contexte d'une profonde mutation dans la réflexion sur le développement amorcée au sortir des années 80. En fait, ce sont des théories qui vont au-delà de l'ajustement structurel et préconisent une distance nette vis-à-vis des théories néolibérales et impérialistes. Le courant structuraliste sous l'impulsion de F. Perroux aspire à de nouvelles bases de réflexion dans une attitude rétrospective centrée sur les conceptions des précurseurs tels que Hirschman et son concept de croissance déséquilibrée. Ce courant s'est aussi inspiré des données théoriques obtenues à partir des recherches sur la croissance endogène. Il opte pour un développement essentiellement focalisé sur la définition des indicateurs sociaux. De fait,
La nouvelle approche des analystes structuralistes, s'inspirant des défaillances des approches orthodoxes en matière de stabilisation, est parvenue à dégager de nouvelles conceptions hétérodoxes des problèmes de développement. La vision néostructuraliste trouve l'origine du sous-développement et de la dépendance dans le déséquilibre constant entre les deux branches essentielles de l'économie que sont l'agriculture et l'industrie. Or, la dépendance structurelle d'un pays va de pair avec une vulnérabilité croissante face aux lois de la détérioration de l'échange, ce qui compromet son développement. Fort de ce constat, la théorie radicale prône une attitude défiante face au projet d'occidentalisation du monde à la suite du déclin des empires coloniaux. Elle dresse le centre contre la périphérie et préconise une barrière protectrice contre le marché occidental comme condition indispensable au développement. Aux yeux de Amin et Frank, adeptes inconditionnels de la théorie radicale et néo-marxiste, la source du sous-développement et des échecs des pays du Sud est relative à l'histoire, la colonisation. En conséquence, la solution pour les pays du Sud réside dans un repli sur soi-même et une rupture nette avec le Nord. Cependant, il convient de relever que ces approches nouvelles n'ont pu enclencher un mécanisme différent des approches de développement offrant encore une part belle à l'ajustement structurel. D'un autre point de vue, l'avènement des années 90 a vu l'essor d'une gamme de littérature se proposant de cerner les trames du développement. Les théories ébauchées ont débouché sur la conception de stratégies et de politiques de développement. Toutes ces approches sont intervenues dans le cadre d'une attitude défiante à l'égard de l'autorité d'État et ont pris en considération les réalités de leur environnement. Malheureusement, elles n'ont pas été à la hauteur des défis économiques de cette époque de conjoncture. Une insuffisance commune aux différentes approches proposées est qu'elles oublient de mettre l'accent sur la nature du développement et les conditions de sa réalisation, accordant une importance aux exigences sociales, culturelles, scientifiques, économiques, structurelles, géographiques et historiques des pays. Les experts et théoriciens ont certes eu le mérite de se démarquer des théories classiques et conventionnelles, mais ils ont ce faisant passé sous silence le facteur environnemental. Or, toute expérience de développement hors du cadre environnemental est vouée à l'échec, entendu que l'environnement est instable, recèle des défis et des particularités et a un impact crucial sur les décideurs et les acteurs cibles du développement. En définitive, la problématique du développement est si complexe qu'on ne peut penser à cette fin une théorie holiste et fixe de l'homme et de la société. Le maillon faible dans presque la totalité des approches est d'avoir fait l'amalgame entre le développement comme mécanisme et représentation figée de l'existence humaine, et le développement en tant qu'objectif précis visé à titre particulier par les sociétés humaines en mobilisant à cette fin les potentialités, ressources et moyens qui leur sont propres. Cette vision du consensus de Washington fixée comme modèle de développement exclusif et contestée par les approches néostructuralistes et néo-marxistes soulève un certain nombre d'interrogations. À quoi peut-on imputer l'expansion et la généralisation de la pauvreté lors des 2 dernières décennies en Afrique noire ? Malgré la mise en application de toutes ces théories, les approches issues du consensus de Washington appliquées lors des décennies 80 et 90 seraient-elles incompatibles avec les particularités socio-économiques de la population africaine ? Quels sont les effets du point de vue social que l'approche économique basée sur les programmes d'ajustement structurel et la dévaluation ont exercés sur l'alimentation, la santé, l'éducation, le logement, le pouvoir d'achat, les revenus et l'emploi au sein des populations urbaines en Afrique? Ces questions se posent comme le socle de cette contribution sur la paupérisation au sein des masses populaires. Elles ont toutefois besoin d'être détaillées par d'autres questions, qui les clarifient et les approfondissent. Les marasmes socio-économiques dont souffrent les couches sociales découleraient-ils d'une vulnérabilité constante dominant le quotidien des Africains dès la décennie 70 ? Toutefois, ces questions ne peuvent être élucidées que si on les met en corrélation avec les expressions manifestes de la nouvelle pauvreté caractérisant les décennies prises en compte dans cette étude. De façon plus explicite, est-il possible d'éliminer les déséquilibres s'étendant sur de longues années au moyen de programmes opérant sur le court et le moyen terme ? Voilà les interrogations qui constituent le socle de cette analyse et qui appellent une réponse sans équivoque,
si l'on aspire à une qualité scientifique incontestable des réflexions. Il est à plus d'un titre aléatoire de vouloir faire parvenir un peuple au stade du développement par la théorie du tout libéral, dont le soubassement serait l'économique, le financier, les exigences du marché, la concurrence en faisant fi des ressources humaines. Ce modèle qui relève d'une grave inconséquence est cependant la voie tracée par le consensus de Washington. Aux yeux des hommes sensibles, il demeure établi qu'aucun modèle de développement ne peut être conçu qui n'investisse en l'homme. De ce point de vue, les deux modèles de développement appliqués, celui des indépendances et celui dérivant du consensus de Washington, ont montré leurs limites de manière criarde. L'inefficacité du modèle des indépendances tient de sa propension à ériger un État fort, tout en mobilisant l'essentiel des ressources pour l'armement et la bureaucratisation, ce qui eut pour effet l'émergence d'une bourgeoisie minoritaire. Le modèle de Washington pour sa part visait un équilibre des indices macroéconomiques, et le considérait à tort comme seule clé de voûte de la croissance économique menant au développement. Pour aller au-delà des faillites de ces théories, on va partir de la thèse que le développement ne peut être effectif que par la valorisation du capital humain, local ou endogène. Cette thèse essaie de répondre aux interrogations suivantes. Quel genre de développement est indiqué pour quel genre de société ? Comment rendre compatible l'aspect économique et l'aspect social, pour que l'être humain ne fasse pas les frais de la dynamique de développement ? En dernier ressort, comment impliquer de manière efficace les populations dans la dynamique politique de développement de leur pays ? Une telle implication s'entend comme un désir de conférer à tout élément du groupe social un statut d'acteur principal du développement économique, et de faire converger vers celui-ci les retombées du processus. En conséquence, initier une politique de développement humain reviendrait à focaliser la dynamique de développement sur la satisfaction des besoins et les aspirations de tout individu du groupe, sur son implication et sur le sens à donner à son devenir économique, politique, social et environnemental. Cette thèse rejoint celle du PNUD qui stipule que la nécessité de satisfaire en priorité les besoins des populations va de pair avec le processus du développement où la participation joue un rôle essentiel. PNUD 2000/122. En un mot, la faillite du développement en Afrique noire est imputable au bradage des compétences des populations. Le sens donné à la politique économique dans les décennies 80 et 90, passait sous silence la mise en valeur des atouts nationaux et des savoir-faire locaux, ce qui ne facilitait pas une emprise efficiente sur les données socio-économiques induisant le décollage économique. De plus, la faillite de la multitude de politiques et stratégies mises en place est pour une large part imputable au fait que les théories ou modèles de développement appliqués ne s'appuient pas sur les ressources propres à l'Afrique noire. C'est donc la complexité des conditions d'un développement national qui est à la base de la faillite des remèdes concoctés par des experts internationaux. Cette contribution se pose comme une analyse opérant dans le cadre de référence des politiques de développement destinées à offrir le mieux-être aux populations. Ces dernières décennies, le fait que la pauvreté a pris des allures de catastrophe résulte de l'effet des nouveaux paramètres qui ont été introduits dans l'environnement socio-économique des populations. Ces paramètres d'ordre essentiellement économique ont engendré de nouvelles conditions d'existence. Or, le nouveau concept de développement est axé sur la primauté des ressources humaines, mais ne trouve pas un contexte d'épanouissement favorable dans les pays pauvres par suite des restrictions politiques, sociales et économiques. Le reproche qu'on peut faire à ce concept est d'avoir pensé le développement de façon trop macroéconomique et négligé l'impact des effets d'entraînement microéconomique et humain, et surtout d'avoir ignoré que l'homme est un acteur essentiel du développement. En effet, un examen minutieux de la situation permet de se rendre compte que les acteurs du développement n'ont pas été impliqués dans la conception des programmes, et que les populations n'ont pas été mises en condition de vivre dans leur contexte. Cependant, dans les théories de développement, les choix opérés doivent être faits en considérant l'avis de la population. L'histoire montre que les politiques de développement appliquées sans l'implication de la population ciblée ont eu des suites chaotiques ou peu concluantes. En témoignent les expériences du pas et de la dévaluation. En conséquence,
La pauvreté grandissante que vivent les populations africaines résulte de l'incompatibilité des théories économiques et des stratégies de développement avec l'environnement social de ces populations. Par ailleurs, la théorie politique d'obédience néolibérale des décennies 80 et 90 est responsable pour une large part des marasmes sociaux que vivent les populations au sud du Sahara à travers l'acuité de la malnutrition, de la faim et de la précarité, la progression du chômage et l'augmentation du nombre des diplômés sans emploi. L'impossibilité pour un nombre croissant de parents de répondre pleinement aux exigences éducationnelles de la famille, scolarisation, apprentissage. Le recul du pouvoir d'achat de la population, devant l'envolée du niveau de vie. Une mutation des comportements et relations sociales. Les programmes d'ajustement structurel destinés à orienter les pays en développement sur les pistes de la croissance économique, et par ricochet vers le mieux-être des populations, ont plutôt agrandi le gouffre de la pauvreté et aggravé les conditions d'existence. De fait, les populations togolaises en particulier se sont rendues compte pendant la décennie 80 d'un recul remarquable dans leurs conditions de vie. Plus de 60% d'entre elles ne disposent pas du minimum indispensable à la survie. Et combinée à sa grande vulnérabilité, la population se laisse impuissamment écraser par les suites néfastes des modes économiques ayant cours dans les pays du Nord. Bref, la cause de la nouvelle pauvreté se base sur le caractère flagrant de la faillite d'État au Togo et dans nombre de pays en Afrique noire. 2. La politique économique des années 80 et 90 et la croissance en Afrique subsaharienne. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique noire a vécu de multiples mutations socio-économiques et financières, qui la rendent alternativement victime ou bénéficiaire et qui ont conduit à un recul notoire du pouvoir d'achat et des conditions de vie, source de graves adversités sociales et politiques. La présente contribution essaie de répondre à un certain nombre de questions. Est-il soutenable que les programmes de réforme appliqués lors des années 80 et 90 ont insufflé une nouvelle vie à la croissance ? Ou au contraire ont-ils été le moteur d'une extension de la pauvreté qui se caractérise par la réduction du pouvoir d'achat et la détérioration des conditions de vie ? Bref, le modèle de l'ajustement structurel a-t-il eu une suite concluante ? La question demeure ouverte si les politiques de restructuration économique, stabilisation monétaire et ajustement, appliquées dans les pays en développement favorisent effectivement le retour à la croissance, et si l'adoption des méthodes destinées à la diminution de la pauvreté stimule la tendance à la baisse de l'effectif des individus pauvres. Dans un premier temps, la notion de croissance suscite des prises de position divergentes entre les économistes et les sociologues. Alors que les uns l'entendent comme un renflouement de la production totale de tous les domaines d'activité, d'autres l'assimilent exclusivement à la production industrielle, pays industrialisés, ou à la production nationale, pays non industriels, et d'autres encore y associent l'augmentation de la productivité en considérant de près l'indice de progrès qualitatif ou le niveau de vie, Dobb 1970. De l'avis de la majorité des économistes, la croissance économique induit une amélioration quantitative progressive de la production sous l'effet des avancées techniques qui peuvent être ou non intégrées aux facteurs de production tels que le travail et le capital. De toute façon, certains chercheurs affirment les pays qui auraient appliqué sérieusement les principes des réformes nécessaires à leur ajustement structurel assistent à une amélioration de leur situation environnement africain, 1989 sur 105. En d'autres termes, les pays réceptifs aux échanges mondiaux vivent un fort essor économique. Cette affirmation est le fait du FMI pour qui l'ajustement pensé comme un moyen de résolution des déséquilibres serait non seulement une source de croissance, mais une condition incontournable de la renaissance économique. Aux yeux de la Banque mondiale, l'état économique des pays de l'Afrique subsaharienne n'est pas aussi alarmant que le suggèrent les observations statistiques, loin de péricliter. Les économies de ces pays ont connu une croissance de l'ordre de 13% entre 1980 et 1987. Idem 321. L'avis de Ferroni à ce sujet est sans équivoque. L'ajustement est le moyen par lequel on peut faire revenir la croissance par tête,
en particulier si ceci est combiné avec une promotion intensive de l'emploi et une politique de redistribution en faveur des plus déshérités. Ferroni, 1992 sur 389-411. En dépit de l'avis des contenteurs, le FMI et l'ABM ont largement œuvré dans le sens du retour de la croissance en Afrique et en particulier dans les pays de la zone franc. En répondant à la question de savoir si les PA n'ont pas failli au Bénin, Dagba affirme : ce n'est pas mon avis. Entre 1988 à 1989, les recettes de l'État se situaient autour de 44 milliards de FCFA par mois et la masse salariale de la fonction publique, à elle seule, représentait 102% à 105% des recettes totales. Cela veut dire que si l'IFAT avait voulu utiliser l'intégralité de ses recettes pour payer les seuls salaires de ses agents, il n'y serait pas parvenu. Il fallait donc qu'un programme d'ajustement soit initié pour corriger ces distorsions et sortir le pays de l'ornière. Les recettes de l'ELE sont aujourd'hui de l'ordre de 200 milliards de FCFA. Cela signifie que l'ELE béninois parvient à financer ses dépenses de souveraineté et peut réfléchir à une stratégie d'investissement. Avec de telles données, on ne peut pas donc dire que l'ajustement structurel soit un échec au Bénin. Ce crédit d'ajustement structurel, K, a permis alors de limiter les dégâts et d'atténuer la souffrance du peuple. J. 1998, numéro 262 sur 98. Ouattara partage aussi le même avis lorsqu'il donne une réponse négative à la question « Faut-il brûler les PA ?» Car selon lui, les méthodes du PA sont un arsenal efficace en mesure de doter les États africains de techniques de gestion des finances publiques adaptées à l'exigence de réforme. À cela, s'ajoute le fait que les États ayant fait allégeance de façon rigoureuse à la politique d'ajustement ont réalisé des embellis dans tous les secteurs de l'économie. Grâce au PA, le bradage des ressources a été interrompu. Fort de ce constat, le PA doit se poursuivre pour parvenir à une croissance notable et durable qui est la seule voie de l'amélioration du niveau de vie des populations. Confère. J. 1998, numéro 262. Ce point de vue rejoint à certains égards celui de Engelhardt, qui trouve la polémique sur l'efficacité des PA frivoles, car ceux-ci auraient généré une assistance financière sensible dont l'absence aurait accentué les effets de la conjoncture des dernières années sur les États africains. De plus, ces États sans ce programme n'auraient pu atteindre le niveau de croissance qu'on leur connaît aujourd'hui. Il s'en réfère aux exemples du Botswana, du Zimbabwe et du Ghana qui ont eu globalement des avantages à appliquer les méthodes de stabilisation suggérées par les PA. In Environnement 1989 sur 301. Dans une optique identique, Jayaraja, Branson et Sen soulignent que des pays ayant mis correctement en pratique les PA ont réussi à limiter l'impact de la pauvreté. Néanmoins, ils nuancent leur position en faisant remarquer que même si le PA a eu pour effet de réduire la pauvreté, son impact a été très relatif. Et la faillite de cette politique d'ajustement demeure flagrante lorsqu'on se rend compte que 23 pays ayant été sous le régime de l'ajustement structurel n'en ont rien tiré. Jayaraja et al. 1996. Par ailleurs, Alibert soutient que la dévaluation, de son côté, a dynamisé les économies des pays africains de la zone franc, même si les uns et les autres ont émis de sérieuses réserves. Lettre de la CAD 1996. De façon générale, la croissance est surtout perceptible dans les secteurs des produits agricoles industriels suite à l'atmosphère de compétitivité générée par la dévaluation du franc CFA qui a créé un contexte propice aux matières premières. Les industries d'exportation traditionnelles, phosphate au Sénégal et au Togo, transformation de bois au Cameroun et au Gabon, transformation du cacao en Côte d'Ivoire, tirent aussi parti des impacts de la dévaluation. Au même moment, les produits de rente, café, cacao, bois et coton connaissent un essor imputable aux effets de la prime de dévaluation matérialisée par la flambée des cours. Dans tous les cas, la dévaluation du franc CFA, de l'avis de ses défenseurs, devrait mettre les États de la zone franc en mesure de changer du tout au tout les structures de leurs économies. Afrique contemporaine, 1994. Par ailleurs, ces réformes, dans la mesure où elles sont rigoureusement mises en pratique, ont eu des impacts favorables qui se sont manifestés par le retour de la croissance et la réduction de la pauvreté. Et de fait,
Le rapport économique de 1999 sur l'Afrique soutient que la performance macroéconomique de l'Afrique lors des 4 dernières décennies, caractérisée par un taux annuel moyen du produit intérieur brut de 4,5%, constitue un socle rigide pour réaliser une croissance conséquente. Une telle vision a besoin d'être soigneusement analysée, car une grande partie de la littérature vantant les mérites des effets de croissance attribués au libéralisme économique dans les États africains présente une défaillance essentielle en ce qu'elle se refuse à identifier la croissance à l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle évoque la croissance en passant sous silence la conjoncture sociale créée par la poursuite obstinée et fallacieuse des équilibres budgétaires. Car le développement africain doit pouvoir être analysé en tenant compte des éléments essentiels qui rentrent dans l'appréciation de son environnement social. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.